Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit rover qui s'appelle Persévérance et qui va partir vers Mars le 30 juillet 2020. On suivra d'ailleurs en direct le lancement sur ma chaîne YouTube. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette de notification en bas de la vidéo pour être sûr de ne pas louper le décollage. Alors Persévérance aura 3 missions principales. La première sera de trouver des traces de vie passées sur Mars. La deuxième sera de fabriquer de l'oxygène à partir des matériaux présents sur Mars. Et la troisième sera prouver qu'on peut faire voler un hélicoptère sur Mars. Oui, il y aura un hélicoptère dans cette mission. Dans cette vidéo, je vous explique tous les détails de la mission Persévérance. Alors, accrochez-vous à votre soucoupe volante. C'est parti. Commençons par une présentation de notre petit rover Persévérance. Alors, je dis petit parce que généralement, quand on parle de rover sur Mars, on a l'impression que c'est une grosse voiture téléguidée qui ferait à peu près cette taille-là. Que nenni! Persévérance, comme son grand frère Opportunity, fait la taille d'une vraie voiture avec 3 mètres de long, 2,7 mètres de large et 2,2 mètres de hauteur pour un poids de plus d'une tonne avec 1025 kg. Pour vous donner une idée, c'est le poids de ma voiture actuelle. Et avant que ce gros bébé fasse des expériences sur Mars, il faut le faire décoller de la Terre, le faire voyager à travers le vide interstellaire et le faire atterrir sur Mars, tout ça sans l'exploser au passage. Pour le lancement, on utilisera donc une fusée Atlas V d'une hauteur de 50,3 mètres, on est précis, et une masse de 573 tonnes au décollage. Et il faudra donc faire preuve d'une sacrée précision et donc de respecter des fenêtres de lancement. N'oublions pas que la Terre et Mars sont deux planètes en mouvement autour du Soleil et qu'on doit donc viser une cible en mouvement à partir d'une planète en mouvement. La première opportunité de lancement le 30 juillet sera donc à 13h50 heure de Paris et cette fenêtre de lancement restera ouverte à peu près 2 heures. Si tout se passe bien, nous assisterons alors au décollage. 50 à 60 minutes après ce décollage susmentionné, Persévérance aura atteint une vitesse de 3,8 km par seconde. Elle se séparera alors du deuxième étage Centaure pour entamer son transit vers Mars. Alors au lancement, Mars sera à peu près distante de 100 millions de kilomètres. Mais Persévérance va parcourir un peu moins de 500 millions de kilomètres parce que sa trajectoire doit décrire une orbite partielle autour du Soleil. Et oui, pas de ligne droite dans l'espace. Et ce voyage va donc durer 7 mois. Alors là vous allez me dire, 500 millions de kilomètres, 7 mois de voyage, il faut quand même sacrément bien viser Ufotinique. Et vous auriez raison. Et effectivement, on triche un peu en utilisant l'étage de croisière pour faire quelques ajustements en vol. Déjà, on met la sonde en rotation autour de son axe pour la stabiliser. Et on prévoit également 3 corrections durant le transit. Parce qu'en fait, la trajectoire initiale n'est pas correcte et ne permet pas d'atteindre Mars. Mais c'est volontaire. Parce que ça évite que l'étage Centaure qu'on a largué 50 à 60 minutes après le décollage si tu as suivi, suive la même trajectoire que la sonde et vienne se cracher sur Mars, contaminant au passage la planète. On fait donc exprès de louper Mars dans la trajectoire de lancement. Et la dernière correction permettra de viser un point précis qui permettra d'avoir une descente optimale sur la planète Mars car nous visons un point précis sur Mars. Le cratère G0. Rien à voir avec 0G. Alors le cratère G0 était autrefois l'emplacement d'un lac permanent et qui conserve encore les traces de plusieurs deltas de rivières. Donc ce site est particulièrement intéressant pour la mission de Persévérance et il a été choisi parmi 60 candidats. Alors ce cratère est situé dans la région de Nili Fossae. Il se trouve à la limite qui sépare la plaine qui est dans l'hémisphère nord de Mars et les plateaux élevés et accidentés qui sont dans l'hémisphère sud de Mars. Alors ce cratère a été formé suite à un gros impact d'astéroïdes et par la suite ce lac a été alimenté par 2 rivières qui étaient alimentées en fait par des fontes de neige qui ensuite se déversaient dans le lac du cratère G0. Ce lac avait une profondeur d'à peu près 250 mètres et il y avait une brèche dans la bordure nord-est qui permettait aux eaux de se déverser. Alors selon les informations de l'orbiteur Mars Reconnaissance Orbiter, le cratère G0 fait 45 km de diamètre et il comporte 5 types de roches dont de l'argile et des carbonates. Et du coup le site est très prometteur du point de vue de sa diversité géologique et on soupçonne que la vie a pu apparaître dans ces conditions. Alors il faut savoir aussi que ce cratère G0 est quand même assez accidenté parce qu'il y a des falaises d'un côté, il y a plein de rochers partout et donc ce sera un terrain d'atterrissage assez difficile. Retournons maintenant à Persévérance qui se rapproche de Mars.
Mars. 45 jours avant l'atterrissage, la sonde entame des préparatifs pour atterrir sur Mars. On fait notamment les dernières corrections de trajectoire, puisqu'à ce moment-là, on obtient des mesures très précises de la position de Persévérance par rapport à Mars. Une fois ces dernières corrections effectuées, Persévérance est prêt à atterrir sur Mars. Alors, il y a énormément de choses à dire sur toute la phase d'atterrissage, et comme il y a encore beaucoup à dire sur Persévérance, dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécifique sur toutes les étapes d'atterrissage. Je vous décris quand même rapidement les 5 étapes. On a la phase d'approche, dont l'objectif est que la sonde spatiale arrive au point d'entrée prévu dans l'atmosphère à l'heure prévue. On a la rentrée atmosphérique qui va freiner la sonde jusqu'à Mach 2, tout en corrigeant les écarts par rapport à la trajectoire idéale. 95% de l'énergie cinétique de la sonde est dissipée à ce stade. Ensuite, on a l'ouverture du parachute qui se déclenche à Mach 2, et durant la phase de descente sous parachute qui dure entre 50 et 90 secondes, la vitesse de Persévérance est ramenée de Mach 2 à 360 km/h. On entame alors la phase de descente propulsée à l'altitude de 2000 mètres. En gros, il y a des moteurs qui s'allument pour annuler la vitesse résiduelle. Et enfin, la dépose de Persévérance par l'étage de descente. Alors là, vous allez voir, c'est un truc de folie. Alors je te laisse imaginer, lorsque l'étage de descente se situe à 21 mètres au-dessus du sol, les moteurs font en sorte d'avoir une vitesse horizontale nulle et une vitesse verticale de descente limitée à 0,75 mètres par seconde. Et là, Persévérance, qui est juste en dessous, se fait descendre par des câbles de 7,50 mètres de long. Et quand Persévérance touche le sol, l'étage de descente détecte que la force sur les câbles est moins élevée. Du coup, il relâche le rover qui est au sol, il rallume ses réacteurs pour aller se cracher plus loin. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est juste une grue volante de l'espace. Hashtag grue volante de l'espace en commentaire. Et du coup, Persévérance est posée sur 6 roues au sol en configuration opérationnelle. Alors maintenant que Persévérance est au sol, eh ben, il va falloir le faire travailler. La mission est prévue pour une durée de 3 années terrestres, à compter de l'atterrissage, et la moitié de ce temps est consacrée aux opérations scientifiques. Les 6 premiers mois sont consacrés à la vérification des systèmes et à l'étalonnage des instruments. Immédiatement après la phase d'atterrissage débute donc une phase de mise en service. Elle dure 30 jours, le mât où il y a les yeux de Persévérance est mis en place, on prend des images du site d'atterrissage pour essayer de connaître l'environnement autour du rover, et on allume son moteur. Persévérance est propulsée par un Multi-Mission Radiostop Thermoelectric Generator, ou générateur thermoélectrique à radioisotope multimission en français. En gros, ce moteur convertit en électricité la chaleur émise par la désintégration radioactive du plutonium-238. Ce moteur génère une puissance initiale de 2000 watts thermique convertie en 120 watts électrique et stocké dans des batteries lithium-ion. Toi-même tu connais si tu fais du modélisme. L'équipe en charge de l'hélicoptère dispose alors de 30 jours pour tester son hélicoptère, et ensuite la mission scientifique va commencer. Alors là, avec l'hélicoptère, on part dans un truc complètement excitant, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du premier drone volant sur une planète étrangère à la Terre. Et la difficulté sur Mars, c'est que l'atmosphère est extrêmement ténue, ce qui diminue la portance aérodynamique des pales de l'hélicoptère. Pour te donner une idée, l'atmosphère de Mars est 100 fois plus faible que celle de la Terre. Pour faire voler quelque chose là-bas, il faut donc un objet suffisamment léger et surtout une vitesse de rotation des pales absolument hallucinante. C'est donc un appareil de 1,8 kg pour 80 cm de hauteur qui est sorti des laboratoires de la NASA, avec un double rotor qui font un diamètre de 120 cm. Son nom, le Mars Helicopter Scout, ou Ingenuity pour les intimes. Il est placé sous Persévérance qui va le lâcher au sol puis s'éloigner à une distance de sécurité de 50 ou 100 mètres. L'hélicoptère va alors s'allumer et décoller jusqu'à une distance de 3 mètres, avant de faire du surplace pendant 30 secondes. 4 autres vols d'une centaine de mètres sont prévus. La durée d'un vol peut aller jusqu'à 90 secondes. Et la phase la plus délicate du vol est l'atterrissage, puisqu'à ce moment-là, des turbulences d'air peuvent déséquilibrer l'engin. Alors ils ont trouvé une solution un peu bourrine à ce problème. Une fois que l'hélicoptère sera à 1 mètre du sol lors de sa phase d'atterrissage, eh bien ils vont couper le moteur et l'hélicoptère va atteindre le sol
en chute libre, à une vitesse de plus d'1 mètre par seconde. Et du coup, le train d'atterrissage a été conçu pour supporter ce choc. Surtout qu'à ce moment-là, le sol pourrait présenter une pente importante. Et une fois la phase d'expérimentation de l'hélicoptère achevée, on laisse simplement l'hélicoptère sur place et il sera récupéré peut-être un jour par des humains sur la planète Mars. Maintenant qu'on a fait mumuse avec l'hélicoptère, Perseverance peut enfin commencer son travail. Mais avant de vous parler des 7 instruments présents sur le rover Perseverance, je vous ai dit que je vous faisais une vidéo détaillée, je vous fais une vidéo détaillée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Perseverance n'est que partiellement autonome. Et en fait, le déroulement des opérations sont faits chaque jour sur Terre. Le problème, c'est qu'il faut transmettre ces instructions et que les échanges entre la Terre et Mars ne sont pas simples. Il y a quand même des contraintes importantes. Déjà, le temps de communication avec Mars qui est à peu près de 30 minutes. La communication directe entre Perseverance et la Terre nécessite que la face de Mars où se situe Perseverance soit tournée face à la Terre. Et pour une communication via un orbiteur qui servirait de relais, eh bien il faut que le site d'atterrissage où se situe Perseverance soit survolé par l'orbiteur. Alors pour préparer les opérations du jour, l'équipe au sol doit analyser les données transmises la veille par Perseverance. Les opérations débutent au lever du jour sur Mars. Le fichier de commande à exécuter est transmis directement depuis la Terre à Perseverance. Perseverance exécute alors les commandes qu'on lui a envoyées et au cours de l'après-midi, une partie des données qu'il a collectées sont transmises à un orbiteur qui passe à ce moment-là au-dessus du site d'atterrissage. L'orbiteur enregistre les données et va transmettre ces données à la Terre lorsque celle-ci est en vue. Lorsque la nuit tombe, vu que Perseverance n'a pas un moteur solaire mais un moteur nucléaire, il peut continuer à réaliser des opérations. Mais il est obligé de se mettre en veille une partie de la nuit pour recharger les batteries avec le moteur. Et très tôt le matin, Perseverance se réveille pour transmettre toutes les nouvelles données qu'il a obtenues à un orbiteur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début des opérations sur Mars, les équipes au sol vivent à l'heure martienne. Tout ça pour optimiser l'enchaînement des opérations. En gros, les données sont analysées et les nouvelles instructions sont créées pendant la nuit martienne. Ce mode de fonctionnement impose un décalage de 40 minutes dans les durées de veille des équipes au sol du fait de la longueur d'un jour martien qui est supérieur à celui sur Terre. Par contre, pour ne pas fatiguer les équipes, on ne maintient ce rythme que pendant les 90 premiers jours. Alors en excluant la partie de vérification de 6 mois, il reste 2 ans et demi à Perseverance pour réaliser ses expériences scientifiques. Durant cette période, il va parcourir une quinzaine de kilomètres et prélever 43 carottes de roche qui seront broyées et stockées dans un tube hermétiquement fermé. Mais pour faire tout ça, Perseverance a besoin d'outils. Alors déjà, il dispose d'un bras articulé sur l'avant du châssis qui mesure 2,1 mètres de long et il porte à son extrémité tout un ensemble d'outils scientifiques utilisés pour analyser des échantillons du sol et de roches. Alors on retrouve Sherlock, Scanning Habitable Environment with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals, qui combine une caméra Watson, tu as saisi Sherlock et Watson, un laser et un spectromètre ultraviolet pour déterminer la minéralogie et la composition organique du sol, afin de déterminer si ceux-ci ont été altérés par un environnement aqueux, est-ce qu'il y avait un lac quoi, et s'ils contiennent des indices de vie microbienne passée. Tandis que Pixel, Planetary Instrument for X-Ray Lithochemistry, qui combine une caméra et un spectromètre de fluorescence X, détermine les éléments chimiques présents dans un échantillon à l'échelle d'un grain de sel, 0,1 mm ou 100 microns pour les plus curieux. Le bras porte aussi un ensemble d'outils destinés à faire les fameuses carottes dans le sol. On a GDRT, bon là ils sont pas foulés pour le nom, pour Gaseous Dust Removal Tool. En gros c'est un petit réservoir d'azote qui permet de créer un jet de gaz qui va chasser la poussière et les particules sur les échantillons avant de procéder à leur analyse. Il y a également un capteur de contact et une foreuse. Et ce qui est intéressant, c'est que les outils situés au bout du bras peuvent être positionnés pour faire face à la zone à traiter grâce à plusieurs articulations motorisées qui permettent 5 degrés de liberté. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de collecte et de stockage des échantillons représente plus de la moitié de la masse utile de Perseverance. C'est un ensemble mécanique qui a été décrit par la NASA comme un des ensembles mécaniques les plus complexes jamais construits sur Terre. Bon, ils ont peut-être pas précisé sur Terre. En fait, il est composé de 3 robots et son rôle est de prélever par forage jusqu'à 43 carottes qui font à peu près le diamètre d'un crayon au papier.
papier, 13 mm. Alors d'abord, la foreuse va chercher un foret adapté à la roche qu'elle veut percer. Pour cela, il y a un carrousel mobile qui est logé à l'avant de Persévérance et la foreuse peut fonctionner selon deux modes. Le mode rotation et le mode rotation percussion. Une fois que la roche est percée, le foret est ramené dans le carrousel de Persévérance. Le bras chat SHA intervient alors pour réaliser les opérations de stockage définitif. Il extrait du foret qui est creux le tube contenant l'échantillon de sol et le déplace vers un équipement chargé des opérations finales. Celui-ci mesure l'échantillon, prend une photo et installe un bouchon destiné à limiter le mouvement du tube. Puis il scelle le tube et le range dans le système de stockage. Le système comprend également 6 tubes témoins qui contiennent des échantillons du sol terrestre stérilisés et qui seront exposés à l'atmosphère martienne avant d'être scellés. Les tubes seront ensuite déposés par Persévérance dans des dépôts qui ont été choisis par les scientifiques et les coordonnées de ces différents dépôts seront relevées par les orbiteurs martiens avec une précision d'1 mètre. Ils seront collectés par de futures missions martiennes dont le rôle seront de récupérer ces échantillons pour les ramener sur Terre. Persévérance dispose aussi de 23 caméras, dont une nommée Mastram Z permettra une prise d'images tridimensionnelle et des vidéos du sol et du ciel martien dans une résolution de 1600 par 1200 pixels. Persévérance dispose également d'autres outils dignes de James Bond comme Supercam qui utilise un laser et 3 spectromètres pour analyser à distance la composition d'une roche ciblée. En gros, le laser pulsé est tiré sur la roche, ce qui provoque la vaporisation de la couche superficielle de la roche et génère un plasma. Et un télescope de type Schmidt-Cassegrain permet de récupérer l'image renvoyée par l'étincelle de plasma et de la transmettre par fibre optique au spectromètre pour analyse. On a également le radar RIMFAX pour Radar Imager for Mars Subsurface Exploration qui permet de compléter les analyses effectuées par Supercam qui ne peut analyser que la surface des roches. RIMFAX lui permet d'analyser les couches géologiques enfouies jusqu'à une profondeur de 500 mètres avec une résolution verticale comprise entre 15 et 30 cm. L'instrument analyse les ondes réfléchies par les couches superficielles de la surface, ce qui permet de détecter la présence de glace, de roches, de sable et d'eau liquide. Ces sondages seront effectués au fur et à mesure de l'avancement de Persévérance tous les 10 cm. On a également la station météorologique MEDA pour Mars Environmental Dynamic Analyzer qui est équipée de 6 capteurs permettant de mesurer 6 paramètres atmosphériques: température au sol, température de l'air, pression, humidité, direction, vitesse des vents et le rayonnement dans différentes bandes spectrales, ultraviolet, visible et infrarouge. Et enfin, une des expériences les plus intéressantes de Persévérance, l'expérience MOXIE pour Mars Oxygen X-Ray Experiment. Cette expérience teste la production d'oxygène à partir du dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère martienne. Il est même omniprésent. Pour produire de l'oxygène, on collecte le dioxyde de carbone et on casse cette molécule pour produire d'un côté de l'oxygène et de l'autre du monoxyde de carbone. Dans le détail, ça fonctionne comme ça. L'atmosphère martienne pénètre dans l'instrument, il est filtré, puis on le met sous une pression de 1 bar. À ce moment-là, avec de l'électrolyse, on casse la molécule de dioxyde de carbone et la température à l'intérieur de l'instrument est amenée à 800 degrés. Alors pour produire de l'oxygène, MOXIE doit fonctionner pendant 2 heures en consommant 300 watts et il produit 10 grammes d'oxygène par heure. Alors c'est une première de fabriquer de l'oxygène sur Mars et ce type d'équipement, s'il devient opérationnel, permettrait de créer de l'oxygène pour les besoins des futurs astronautes martiens et permettrait aussi d'utiliser des ressources locales pour créer un oxydant de carburant qui permettra de nous ramener sur Terre. Voilà, Persévérance est la première étape du programme spatial qui permettra de ramener des échantillons martiens directement sur Terre. Selon le programme détaillé en 2020 par la NASA, il y aura 2 sondes supplémentaires, une qui sera développée par la NASA et l'autre par l'Agence spatiale européenne. Elles doivent être lancées en 2026 et elles permettront d'aller chercher les échantillons faits par Persévérance et de les ramener sur Terre. Voilà, vous savez tout sur Persévérance. Ces vidéos étant très longues à réaliser, s'il vous plaît, si vous avez apprécié ce travail, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et un commentaire en bas de cette vidéo. Ces actions sont extrêmement importantes pour le référencement et pour me soutenir sur YouTube. En attendant, on se retrouve le 30 juillet pour un direct sur le décollage de Persévérance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi.